Caudrelion, vous êtes une ancienne directrice de recherche de l'INSERM à l'hôpital Necker. Vous avez également participé au comité éthique Île-de-France. On va revenir sur cette loi bioéthique donc, qui est en cours à l'Assemblée nationale, je crois, depuis le 24 septembre. Comment expliquez-vous qu'une loi en fait aussi importante, puisqu'elle concerne quand même l'avenir de l'homme lui-même, hein, on parle de GPA, de DPI, des origines de l'humanité, comment expliquez-vous soudainement, on sort de 3 mois de confinement ou 2 mois de confinement, qu'il y ait une urgence à adopter cette fameuse loi? Y a-t-il eu des débats? Vous avez participé à un comité d'éthique Île-de-France. Avez-vous été consulté? Comment s'est passé un petit peu? Racontez-nous de l'intérieur ce que vous avez vécu et le résultat, quoi. J'avais beaucoup d'attentes en étant nommée dans ce comité éthique Île-de-France parce que les collègues qui étaient nommés étaient des gens pour qui des collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui, je savais, n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi. Donc j'espérais une confrontation d'idées, j'espérais des débats sur des questions qui ne sont pas, qui méritent d'être débattues par chaque sensibilité. Vous voyez, donc ça, j'étais en grand espoir. En guise de ça, on n'a pas été consulté, on nous a laissé contribuer vaguement sur un site internet qui n'était regardé que par nous-mêmes pour nous regarder nos propres nombrils. On va être clair, des comités d'éthique qui n'ont servi à rien. Qui n'ont pas été, qui auraient pu servir, qui n'ont pas été sollicités du tout. Donc en fait, un habillage. Un habillage, un joli habillage. On reste un habillage. Après, effectivement, bon, ça, je vais citer Jean-Louis Touraine, docteur Touraine, notre autre collègue, qui a dit qu'il s'agissait d'une urgence sanitaire que de faire revenir cette loi bioéthique en plein tsunami économique, psychologique que vous voyez autour de vous, tous les dégâts qu'on peut constater. Parmi la première mesure qui a été première discussion, ça a été de faire sauter un écrit des sénateurs qui avait dit « Nul n'a le droit à l'enfant ». C'est une phrase très très importante parce que nous avons tous été enfants. Donc le fait de savoir que personne n'a de droit sur nous, c'est dans le pays des libertés, c'est une super nouvelle, quoi. C'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est chouette d'entendre ça parce que, voilà, donc je remercie nos amis les sénateurs d'avoir voulu bien inscrire cela. Et la première mesure, en urgence sanitaire, c'était de sauter ça. Ah bon? Enfin, expliquez-moi le lien avec l'urgence sanitaire, de faire sauter cette phrase qui, évidemment, a pour corollaire immédiat d'instrumentaliser l'enfant. On est bien d'accord, c'est-à-dire que l'enfant, à ce moment précis, devient donc un bien de consommation. Un bien de consommation, oui. Deuxième mesure, bon, Et cette mesure a été éliminée, sautée à... Allez, fini. Exit. Rapidement. Voilà, exit. Ah ben non, parce que il fallait 2 minutes pour chaque amendement, pour chaque. Ça s'est fait à main levée, comment ça s'est fait, non? Ah ben ça s'est fait dans des commissions qui discutent voilà, donc où certains sont bizarrement absents, où d'autres sont bizarrement présents. Voilà, bon ça je ne m'y connais pas en politique, donc qu'importe. En revanche, deuxième mesure, en gros, là, on nous sort mais véritablement d'un chapeau, comme je vous sors de cette plante, une mesure qui avait été refusée, votée contre, à la première lecture en Assemblée. Et un truc, alors là, que personne ne comprend de quoi ils discutent, parce que c'est un acronyme qui sort véritablement du pot de fleurs. Non, mais pourquoi il sort du pot de fleurs? Parce que personne ne connaît cet acronyme et qui ne correspond à aucune réalité scientifique. Et vous ne trouverez jamais d'article scientifique sur le sujet. Donc c'est une mesure, et d'ailleurs elle est définie comme telle, c'est une mesure sociétale. Alors cette mesure, c'est quoi? C'est son nom s'appelle ROPA, R-O-P-A, encore un acronyme. L'avantage, c'est que plus je vous fous des acronymes dans la gueule, moins vous comprendrez de quoi je parle. En fait, c'est l'idée d'être au sein d'un couple de femmes, qu'on se partage la maternité, si on peut se partager la maternité, c'est-à-dire en fait de dire, ben voilà, je vais pondre l'ovocyte par exemple, ou alors ma partenaire
ma femme va pondre l'ovocyte et moi, je vais la porter. Alors, inutile de vous dire que déjà, ça veut dire quand même quelques discussions, parce que forcément, on n'est pas forcément d'accord dans le couple, parce que c'est... Voilà, ça crée des problèmes immédiatement, quoi, en fait. On voit bien, et je le répète, parce que j'ai des journalistes qui m'ont dit: «Oui, mais c'est parce que, il y en a une qui est stérile». Non, 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 c'est sans indication médicale. C'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'indication médicale est absente et en fait, techniquement, ce qu'on fait, c'est que quand on n'arrive pas justement à se mettre d'accord dans un couple de femmes, enfin, ça devient compliqué, c'est pas parce qu'elles s'entendent mal, mais ça devient vraiment compliqué, de savoir laquelle va porter l'œuf de l'autre. Donc on va prendre l'œuf d'une, on va le faire porter par l'autre un petit moment, et puis là, on va l'extraire, alors qu'il s'était niché, le petit bout de chou, il avait trouvé une niche dans l'utérus de la mère porteuse, et là on l'extrait à nouveau pour le réimplanter chez l'autre partenaire. Et voilà, en fait, ça montre quoi? Ça montre qu'on est sans limite. On considère l'enfant comme un bien qu'on doit se partager aussi dans la conception. Pourquoi c'est très grave? C'est très grave pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça manipule tous les couples lesbiens en faisant croire que qu'elles ont cette possibilité. C'est des techniques qui sont horriblement lourdes sur le plan médical. Alors là, pour le coup, même si on est sans indication médicale, cette mesure sociétale est très lourde à gérer, a des conséquences sur la santé des deux femmes, du coup. Et évidemment aussi de l'embryon et de l'enfant à venir à long terme. Donc, c'est pas banal quand même de passer pour une mesure sociétale. Donc, moi, toutes nos amies homosexuelles, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes instrumentalisés. En fait, on vous manipule en vous faisant croire que ça va être sympa cette technique. Alors évidemment, on vous ouvre des champs auxquels vous n'aviez pas pensé parce que vous pensiez plutôt à l'insémination voilà, artificielle ou comme on le faisait dans le temps, hein, en fermant les yeux, etc. Et là, on leur fait endosser un choc d'injection hormonale à répétition pour l'une comme pour l'autre, qui sont très durs à vivre et qui, on le sait, peuvent aboutir à des décès. Pas si rarement que ça non plus, et en tout cas pas au point de dire que c'est une mesure sociétale. C'est la douleur que j'ai, c'est ce cri que j'ai finalement de manipuler tout le monde, parce qu'en fait on manipule pas que l'enfant, on manipule les femmes qui pensent avoir un recours à une technique, et qui est derrière que des cliniques en Espagne et des cliniques aux États-Unis. Globalement, c'est les deux endroits où on fait cette technique. Et là, vous pouvez aller sur Internet et vous voyez que c'est un supermarché hyper juteux. C'est des milliards, hein, le marché de la reproduction. Je vais revenir juste sur ce point, vous savez, où je disais, en anglais, on dit quelque chose qui est plus réel, qui correspond plus à la réalité qu'en français. Par exemple, la fameuse PMA. Cet acronyme qu'il n'y a pas longtemps donnait mal à la tête à n'importe qui parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Je crois que maintenant, les Français commencent à connaître. PMA, c'est procréation médicalement assistée. Mais c'est faux. La procréation, ce n'est pas les médecins qui font ça. Un médecin, il est juste là pour éventuellement venir en aide à la santé de la personne, pallier un certain nombre de choses. Mais en aucun cas, c'est un procréateur. Donc, en anglais, comment on dit? On dit « Assisted Reproductive Technology ». Ça veut dire « technique de reproduction assistée ». Ouais, c'est ça. Non pas d'être co-créateur. Et non pas d'être co-créateur. Donc, vous voyez comment ces petits acronymes hyper vicelards, parce qu'ils paument tout le monde dans la compréhension, sont en plus pas neutres du tout. Voilà. Et comment expliquez-vous cette volonté de transformer les choses ou de les manipuler? Ça profite à qui? Pourquoi? Ça vous maintient dans l'ignorance, cher Pierre.
Si jamais je suis la seule à comprendre les acronymes que je manipule, déjà, ça vous maintient dans l'ignorance. Et donc, typiquement, si vous étiez une femme homosexuelle, je vous maintiendrai dans une certaine ignorance en vous disant, mais vous savez, il y a ce fameux procédé de la repas. Est-ce que vous voulez, je vous l'explique à peu près, vous dites, c'est quand même sympa quand même de se partager la maternité et d'arriver à finalement cet adage mater semper incertus est, qui est que désormais, on savait que papa peut-être, maman sûrement, ça on le savait, et je peux vous affirmer que sans vouloir créer des mauvaises ambiances dans les couples qui nous écoutent, ça arrive quand même pas mal. En revanche, il y avait pour ces enfants qui systématiquement, lorsqu'ils sentent qu'il y a un doute, vont rechercher leur père biologique. Il n'existe pas de contre-exemple. Et bien là, en plus, cette incertitude, c'est qui maman? Et là, c'est affreux, parce qu'en fait, s'il y a vraiment un truc dont vous ne doutez pas, c'est maman. Quand un enfant a de la fièvre, et même quand il est plus âgé, la seule personne qui l'appelle, c'est maman. En fait, c'est un réflexe. Et à mon avis, c'est un réflexe qui vient de l'utérus, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on connaît quand même mieux notre mère que notre père, parce que ça fait 9 mois de plus qu'on les fréquente, et pas 9 mois anodins. 9 mois monstrueusement importants, parce que c'est toute la période du développement qui, au passage, est une période si importante qu'elle met en place les origines de notre santé future, les origines des maladies que nous développerons, même à des âges beaucoup plus tardifs. Donc cette période de développement est une fenêtre d'échange hallucinant. Donc vous voyez, c'est pas du tout... Tout ça, c'est pas sociétal, j'en ai rien à foutre. C'est important de revenir à la biologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la biologie et notre compréhension de la biologie. Dites-nous quelles sont les grandes... partie de cette loi. C'est une loi à tiroir, il y a des choses quand même qui engagent l'avenir tout simplement de l'homme. Oui. C'est pas rien donc. C'est une loi dite par le rapporteur même, Jean-Louis Touraine, de rupture. Donc une loi de rupture, encore une fois, dans une urgence sanitaire. Ça ne se vote pas dans l'urgence. Ça, par définition, ça ne se vote pas dans l'urgence, tout va à contresens. Alors, s'il y avait que la repas, j'ai presque envie de dire que voilà, on alerterait nos amies lesbiennes qui ont envie d'avoir recours à cette technique, et du coup on limiterait la casse. Donc à la limite, mais sauf que cette loi, elle est beaucoup plus grave. Elle a depuis le début, elle est beaucoup plus grave que la PMA pour toutes. C'est une loi d'institutionnalisation. On institutionnalise la marchandisation du corps vivant. Et le fameux marchandage se fait sur des pièces détachées. Les pièces détachées étant les organes, à la base c'était pour les organes, et de l'embryon. Et l'embryon a un point jamais atteint de néantisation. Je m'explique. Les lois bioéthiques précédentes avaient instrumentalisé l'embryon. Désormais, on pouvait faire des expériences dans les laboratoires moyennant un certain nombre de passages un petit peu contraignants. Là, cette loi dit plus de passages déclaratifs, c'est bon. Donc n'importe qui est habilité à faire des expériences, toute expérience sur l'embryon humain. C'est pas rien. Parce qu'on sait très bien que toute expérience sur l'embryon humain n'aboutit qu'à une seule chose, c'est tuer cet embryon, tuer cette vie, tuer ce potentiel de vie. L'Agence de biomédecine nous a chiffré que, compte tenu du pourcentage d'embryons congelés qui n'ont plus de projet parental, on est à 150 000 embryons avec qui on peut faire mumuse.
Ça fait pas mal de matériel. Mais aujourd'hui, il y a des utérus artificiels. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, tout est programmé pour... Alors, tout est programmé, déconnecter complètement... Bah oui, c'est toujours... la création... C'est toujours l'idée de transplanter des organes, donc de faire des organes artificiels et donc de faire aussi un placenta artificiel. Donc, on est toujours dans cette logique de virtualisation du corps humain. Et donc, on virtualise notre relation. Je ne vois plus votre regard, je vois votre regard, mais je suis incapable de savoir si vous me tirez la langue, si vous me souriez ou si vous me faites, si vous m'injuriez dans votre masque. Et là, on continue sur cette virtualisation où désormais, on va construire des organes par tous les moyens. On va reconstruire nos propres corps. On va me reconstruire mon corps en me faisant croire que je suis qu'un jeu de pièces détachées, en oubliant qu'il y a quand même de la tuyauterie qui, elle, si elle vieillit, c'est dommage pour moi. On parle de loi bioéthique, donc l'éthique, il faut la placer, il faut la trouver. Eh bien, l'embryon est tellement maltraité maintenant que l'idée c'est de repousser tout le temps la limite de temps où on fait les expériences. Alors ce temps est dicté non pas par une limite pour le coup philosophique ou embryologique de développement, mais est dicté par le fait que après on ne sait pas faire. Comme après on ne sait pas faire, on ne va pas au-delà de 21 jours parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Ce qui veut dire quoi? Que concrètement, si on est passé de 14 à 21, à 14 on y était parce après on ne savait pas faire. Avant c'était 6, après c'était 11, après 14, 21. Et donc en fait on voit bien qu'à chaque fois on s'arrête un petit temps, juste le temps qu'on arrive à aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe au 21e jour? Le cœur de l'embryon, il bat. Il est totalement autonome dans la mesure où il a fait déjà son voyage depuis sa fécondation. À partir du moment où il est fécondé, il devient un petit être autonome. Il n'a plus besoin de sa maman pour le faire voyager. Il fait son voyage de l'ovaire, proche de l'ovaire, où il se fait féconder par le spermatozoïde. Et pas par n'importe quel spermatozoïde, je vous prie de croire. Par le spermatozoïde qu'il a choisi. L'ovule, l'ovocyte, choisit le spermatozoïde qui le féconde. C'est pas beau ça? Alors pourquoi il le choisit? Peut-être parce qu'il est chimiquement, génétiquement compatible, je sais pas quoi, mais on voit bien que quand on fait du coup de la fécondation in vitro, de l'ICSI, où on va faire une injection, etc., on est en train de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas à la place, on parle pas encore ovule. Enfin, personnellement, et aucun de mes collègues ne parle ovule. Et donc, en fait, il ne sait pas quelles sont les lois biologique qui dicte le fait d'accepter la fécondation par tel ou tel spermatozoïde. Il commence à ce moment-là, lorsqu'il y a eu fusion des deux patrimoines génétiques, et donc il est devenu une identité propre, que jamais, il n'y a jamais eu un être identique à lui, et que jamais, au grand jamais, il n'y aura d'être génétiquement identique à lui. Et là, il fait son voyage tout seul à l'insu de sa mère, à l'insu de son propre gré, et il va s'enfouir dans l'utérus si on lui autorise, c'est-à-dire si la maman ne prend pas la pilule, parce que si la maman prend la pilule, il ne peut pas s'implanter et donc il va partir. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même, voilà, là je vous raconte pas un truc, je sais pas moi, de religieux ou de je sais pas quoi, là je vous raconte juste la biologie telle qu'on la connaît actuellement et sur laquelle aucun scientifique au monde ne peut me contredire ou me dire que je dis que des conneries.